Bonjour et bienvenue à vous dans le 13h de ce mercredi 10 octobre. Merci d'être sur RTI 1. La participation du chef de l'État aux obsèques de feu Sa Majesté Nana Krouchi III, roi d'Enzima Adouvle Soye de Tiapoum, et les réalisations effectuées à Tiapoum dans le sud Comoé, ce sont les points qui ont conduit Sa Majesté Nana Krouchi IV au palais présidentiel. Il a été reçu par le président. La Côte d'Ivoire se donne les chances de réussir un nouveau type d'opération financière, emprunter en francs CFA sur le marché international. Une délégation ivoirienne a rencontré à Bali en Indonésie sa banque conseillère Rothschild lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire met les bouchées doubles dans sa lutte contre les faux médicaments et les médicaments de la rue. Une caravane de sensibilisation sur les dangers liés à leur utilisation parcourt les villes d'Abidjan, Bouaké, Daloa et Divo. Elle est à sa 4e édition. Vous êtes sur RTI 1, merci de suivre ce journal. Le roi d'Enzima Adouvle Soye de Tiapoum, Sa Majesté Nana Krouchi IV, a été reçu par le président Alassane Ouattara. Il a traduit au chef de l'État sa gratitude et celle de son peuple pour sa participation aux obsèques de feu Sa Majesté Nana Krouchi III. Sa Majesté Nana Krouchi IV, roi d'Enzima Adouvle Soye de Tiapoum, accompagné de la reine-mère, de la notabilité, des élus et des cadres de Tiapoum. Cette audience a été sollicitée par le roi en vue de traduire au chef de l'État sa gratitude ainsi que celle de tout le peuple Adouvle Soye pour sa participation aux obsèques de feu Sa Majesté Nana Krouchi III et pour toutes les réalisations effectuées à Tiapoum et dans la région du Sud Comoé, notamment le lancement des travaux de bitumage de l'axe Tiapoum, frontière du Ghana. Le chef de l'État avait à ses côtés ses collaborateurs issus de la région du Sud Comoé, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano et le ministre de la Santé Akaoulé Eugène. Le président Alassane Ouattara était hier matin à l'ouverture de la conférence de haut niveau sur l'état de l'éducation en Afrique. Un événement annuel initié par l'Institut Afrique-Amérique, dont il est lui-même un ancien boursier. Awa Touré. La 4e conférence annuelle de l'Institut Afrique-Amérique se tient à Abidjan, une première en Afrique francophone. Cette réunion de haut niveau va faire un état des lieux de l'éducation sur le continent en vue de changer de paradigme, construire les futures compétences et de nouvelles perspectives. Il s'agit de promouvoir l'innovation et trouver des solutions permettant de créer un enseignement supérieur de qualité, l'objectif étant d'avoir une main-d'œuvre compétitive à l'échelle mondiale pour l'Afrique. S'il est vrai, mesdames et messieurs, que la population la plus jeune du monde se trouve en Afrique, avec 200 millions de personnes âgées de 15 à 24 ans, que les jeunes représentent 60% des chômeurs du continent, on peut affirmer que les systèmes éducatifs de la plupart des États africains ne répondent plus aux besoins de nos populations. Pour que l'Afrique puisse décoller pleinement dans le domaine de l'éducation, voire du développement, il est donc impératif d'opérer un changement de paradigme et de dégager de nouvelles perspectives. C'est avec cette synergie des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être que les jeunes Africains pourront acquérir des compétences conformes aux standards internationaux et devenir compétitifs sur le marché de l'emploi. Nous avons l'intime conviction qu'en tant qu'organisation, nous devons nous consacrer surtout aux sujets qui sont au cœur de l'éducation. Le premièrement, c'est le rôle de l'enseignement supérieur pour pouvoir préparer les parcours d'accès, n'est-ce pas, à la carrière pour les jeunes. Deuxièmement, nous pensons qu'en plus de l'éducation, le fait de vous outiller et de vous préparer pour des carrières constitue le meilleur moyen de permettre aux personnes de tirer parti du monde dans lequel ils vivent. Le président de la République Alassane Ouattara, qui a participé au programme de bourse de l'Institut Afrique-Amérique, a dit sa joie d'accueillir à Abidjan cette 4e conférence sur l'éducation en Afrique. Il y a un peu plus de 50 ans, effectivement, que j'étais boursier de cette prestigieuse institution. Mais en ce moment-là, on l'appelait le African American Institute. Je voudrais dire à quel point je suis donc reconnaissant
pour les opportunités qui m'ont été données par l'Institut et par la Fondation Ford et d'autres fondations d'ailleurs pour faire des recherches et des études supérieures aux États-Unis. Je voudrais donc adresser mes vifs remerciements ainsi que mes encouragements à l'Institut qui a contribué à la formation de plus de 15 000 étudiants africains, dont 300 Ivoiriens, qui occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans les secteurs publics et privés donc de leur pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire est fière d'abriter cette prestigieuse rencontre internationale dont les conclusions auront un impact significatif sur les systèmes éducatifs des pays africains, à condition bien sûr que cela soit appliqué dans les pays concernés. L'émergence, qui est une ambitieuse vision de la Côte d'Ivoire et qui est partagée avec l'ensemble des États africains, nécessite une transformation structurelle des économies de nos pays. Cette transformation structurelle exige des ressources humaines de qualité, dont les compétences sont en adéquation avec le marché de l'emploi. Et bien sûr, ces ressources humaines doivent être capables d'innover, d'entreprendre, de s'insérer dans le marché du travail, de contribuer durablement à la création de la richesse nationale et de soutenir la croissance économique du pays sur le long terme. Pendant 2 jours, les panélistes vont partager leurs visions et des idées novatrices pour un enseignement supérieur compétitif et efficace. Rappelons que le président Alassane Ouattara a reçu en 2012 le prix d'excellence de l'Institut Afrique-Amérique pour son leadership. L'enseignement supérieur en Afrique au cœur d'une autre rencontre internationale. L'évolution récente de l'assurance qualité dans ce domaine a réuni des experts ivoiriens et français. Ils analysent ensemble les enjeux de l'assurance qualité en Afrique francophone à travers un partage basé sur les normes internationales. Sephora Zegui et Salimatou Dia. Un colloque international sur la qualité de l'enseignement supérieur se tient à Abidjan. Les acteurs et partenaires de ce projet veulent renforcer la qualité des formations et assurer l'insertion professionnelle des étudiants. En Côte d'Ivoire, la France, partenaire du système éducatif, promet la création d'une plateforme dédiée à la formation des jeunes. L'ambassade de France porte avec le gouvernement ivoirien le projet de création d'un hub pour l'éducation à vocation régionale. Ce hub permettra de développer l'offre de formation ivoirienne d'excellence en mettant à disposition l'expertise française au sein des établissements de formation et d'enseignement supérieur. Ce qu'on constate par ailleurs dans le C2D, c'est qu'effectivement il y a des enjeux d'équipement, il y a aussi des enjeux de mise en place réellement de la réforme à l'MD pour qu'il y ait une meilleure qualité des apprentissages, une meilleure évaluation des apprentissages, plus de temps aussi via le numérique pour que les étudiants aient du temps pour travailler, avoir un temps personnel de formation. Cette première rencontre d'experts nationaux et internationaux en assurance qualité vise à faire l'état des lieux des initiatives continentales en la matière. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'enseignement supérieur est en pleine mutation au niveau de l'assurance qualité. Le défi à relever, l'instauration de cellules internes d'assurance qualité dans chaque établissement d'enseignement supérieur. L'assurance qualité est basée sur la confiance et la reconnaissance des diplômes et des grades. Donc il est important qu'il n'y ait pas de frontières entre pays et que nous ayons les mêmes pratiques. L'Agence française de développement et le ministère de tutelle, organisant ce colloque international, veulent accélérer la qualité de l'enseignement supérieur et développer les compétences techniques et professionnelles des étudiants ivoiriens et africains. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a quitté Abidjan pour Erevan en Arménie, où il va prendre part au 17e sommet de la francophonie qui ouvre ses portes jeudi. Il va représenter le président Alassane Ouattara à cette rencontre qui verra l'élection du nouveau secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La présidente sortante, la Canadienne Michaëlle Jean, achève son premier mandat.
Et pendant ce temps, le Canada et le Québec ont annoncé hier le retrait de leur soutien à la candidature de Michaël Jean pour un nouveau mandat à la tête donc de l'OIF. La Rwandaise Louise Mushikiwabo est désormais en pole position pour prendre sa place à l'issue de ce 17e sommet de la francophonie. Dans l'actualité sur le sol ivoirien, la Côte d'Ivoire a désormais la possibilité d'aller emprunter en francs CFA sur le marché international. C'est l'objectif poursuivi, entre autres, par la délégation ivoirienne à Bali, en Indonésie, en rencontrant sa banque conseil Rothschild lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Adama Kone. Île de Bali, en Indonésie, en Asie du Sud-Est. C'est ici que se tiennent les assemblées annuelles 2018 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. En attendant l'ouverture officielle le 12 octobre, la délégation ivoirienne, conduite par le ministre de l'économie et des finances Adama Kone, représentant le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, met à profit la présence du parterre d'économistes, de financiers et de banquiers. Ce mercredi, le ministre Kone échange avec la banque Rothschild. On a pu faire en effet un point sur les sujets de financement et plus globalement sur l'économie et sur ce qui se profilait pour la Côte d'Ivoire pour 2019. Et comme d'habitude, des discussions très fructueuses. La Côte d'Ivoire a de très nombreuses possibilités en termes d'emprunt et a été pionnière en la matière depuis d'ailleurs 2014 et les premiers emprunts que la Côte d'Ivoire a fait en dollars et puis en euros, où elle est extrêmement pionnière. Maintenant est venu le temps d'emprunter dans la propre monnaie auprès d'investisseurs internationaux. Et ça serait évidemment une très grande nouvelle et un très grand événement si ça se produisait très bientôt. Et on pense que ça peut se produire dans les prochains mois. Le grand avantage, quand on met dans sa propre monnaie, c'est l'acte de souveraineté le plus important. Ce n'est pas tout. Émettre des emprunts obligataires en francs CFA présente aussi d'autres avantages. D'abord, la dette est considérée comme une dette intérieure du fait de sa valeur fixe. Ensuite, le processus élargit la base des investisseurs. Et enfin, il donne de la crédibilité aux francs CFA à travers la signature ivoirienne. C'est clair, après la mission d'évaluation du Fonds monétaire international la semaine dernière à Abidjan, la Côte d'Ivoire envisage ainsi sa stratégie de mobilisation de fonds pour 2019. La Côte d'Ivoire va élire dans 3 jours ses conseillers régionaux et ses maires. En cette période électorale, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré la société civile ivoirienne. Ces membres de la société civile ont désormais la mission de sensibiliser leurs concitoyens au respect des lois et aussi de veiller à l'apaisement après la proclamation des résultats de ces élections. Ahmed Traoré et Sidonie Davila. Sensibiliser les populations au respect des lois établies, et ce, dans le but de contribuer à l'apaisement après la proclamation des résultats des élections locales du 13 octobre prochain. C'est la mission que confie le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité aux acteurs de la société civile. Pour Sidiki Diakité, le rôle de la société civile est d'accompagner l'État. Votre présence dénote de l'importance que vous accordez au sujet qui nous rassemble. Il s'agit des élections qui représentent toujours un moment crucial de la vie d'une nation. Beaucoup de vos organisations sont déjà déployées sur le territoire national, en train de scruter, d'identifier les différentes zones à couvrir, de prendre pied dans ces zones pour jouer ce rôle-là que vous vous êtes assigné. Les acteurs de la société civile apprécient l'initiative du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est une très bonne initiative de rencontrer les acteurs de la société civile qui en fait sont chargés de faire la sensibilisation sur le terrain afin que les élections se déroulent dans la paix. Ce sont des élections locales, il s'agit du développement local, le développement de nos localités dans lesquelles nous sommes. C'est un développement de proximité. À l'issue de cette rencontre, les membres de la société civile vont se rendre dans les différentes contrées du pays pour sensibiliser les populations à des élections apaisées. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rassure que ces scrutins se tiendront en toute sécurité. On s'intéresse à la lutte contre le trafic de médicaments. La caravane de sensibilisation sur les dangers des médicaments de la rue, des médicaments contrefaits, faux et falsifiés, est à sa 4e édition.
En plus d'Abidjan, elle va désormais parcourir les villes de Bouaké, d'Aloa et d'Ivo. Salimatou Dia. Toxiques, mortels, près de 100 000 décès par an en Afrique sont liés à la consommation des médicaments contrefaits, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, 30 à 40% des médicaments sont achetés dans la rue. La sonnette d'alarme est à nouveau tirée par les spécialistes de la santé. Une campagne itinérante est lancée en vue de sensibiliser les populations sur les dangers liés aux médicaments de la rue et à l'adoption de bons réflexes en cas de douleur. Notre rôle, c'est de contribuer, de collaborer avec les autorités pour combattre ce fléau. Parce que la vraie perte, c'est quoi? C'est la santé des patients. C'est vrai qu'il y a un préjudice financier, mais quand vous perdez une vie n'a pas de prix. L'engagement de Sanofi, c'est un engagement auprès du patient, mais également auprès des autorités qui ont pour rôle, encore une fois, d'améliorer la santé globale au niveau d'un pays. Le trafic de faux médicaments, 20 fois plus lucratif que celui de la drogue, serait en augmentation en Afrique de l'Ouest. Environ 385 tonnes de faux produits pharmaceutiques et de médicaments ont été saisis ces 2 dernières années en Côte d'Ivoire. Une perte pour l'État estimée à 50 milliards de francs CFA par an. Pour le ministère de tutelle, le combat se poursuit. Le Contre-Med est une plateforme que le ministère a mis en place pour pouvoir lutter contre les médicaments illicites. Et je crois qu'il y a un combat qui est mené. Il y a des saisies qui sont faites tous les jours. La police, la douane, tout le monde vraiment est engagé pour pouvoir vaincre cette pandémie. Le gouvernement est en train de prendre les mesures pour que la destruction de Roxy puisse être effective. Durant 8 jours, la caravane Gémal, ça suffit, conseillera les populations des 10 communes d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Divo sur le sujet qui tue 700 000 personnes dans le monde par an. Le programme de construction de la centrale hydroélectrique de Sengrobo à Wati sur le fleuve Bandama va démarrer au premier trimestre 2019 pour une durée de 36 mois. La capacité de la centrale est de 44 MW. Ivoire Hydroénergie a officiellement confirmé ce calendrier. Wojontele Soro et Lassina Bakayeko. Par la nouvelle centrale hydroélectrique de Sengrobo à Wati, dans la zone de Taabo. Après une analyse profonde de plusieurs sites équipables sur les fleuves du pays et du constat fait que le travail à faire était le même, en tant que procédure, nous avons opté pour le site de Sengrobo, qui est un site moyen, qui présentait certains avantages comparatifs, tels qu'un lac de Tek avec Kossou et Tabo, une facilité d'accès par l'autoroute du Nord et une proximité du réseau électrique haute tension. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du gouvernement ivoirien en matière de production énergétique. Il s'agit de faire grimper la part du renouvelable à 42% à l'horizon 2030. Aujourd'hui, le parc national avoisine les 2000 MW. Le ministre en charge de l'énergie Thierry Tano encourage la prise en compte des populations locales dans la phase de réalisation de la centrale électrique. Ce projet va permettre l'électrification rurale de 11 villages. Il va fournir 1200 emplois directs et indirects en phase de construction. Et j'encourage vraiment les promoteurs et les bailleurs à faire en sorte que le maximum de retombées soit possible pour les populations. La construction de la centrale hydroélectrique de Sengrobo à Wati est prévue pour s'achever en 2022. Le projet d'une capacité installée de 44 MW va globalement coûter 92 milliards de francs CFA. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, de nouveaux outils viennent accompagner les jeunes porteurs de projets. Les 5 lauréats de la compétition Environnement Start-up vont bénéficier d'un accompagnement sur une période de 24 mois afin de mener à bien leurs différents projets. Lansine Bakayeko. Danane, Bouaké, Bondoukou, Korogo et Grand Bassam. C'est le circuit de la caravane Environnement Start-up pour cette édition 2018. Cette caravane a permis de sélectionner 5 jeunes porteurs de projets retenus sur les 200 qui ont concouru au départ. Ils vont bénéficier d'un accompagnement gratuit sur 24 mois. L'innovation de la 2e édition d'Environnement Start-up a été de sillonner la Côte d'Ivoire à travers une caravane nationale d'appel à projets qui nous a vu parcourir des régions de l'Ouest, de l'Est, du Centre, du Nord et du Sud de la Côte d'Ivoire avec 2 étapes à l'étranger, la France et le Maroc. L'objectif visé était d'être inclusif
et de donner la chance à tous nos jeunes, tout porteurs de projets ivoiriens, où qu'ils soient, pour présenter sa solution qui, nous l'espérons, une fois sortie de l'incubateur, sera une réussite à l'ivoirienne. Ces jeunes entrepreneurs vont donc pouvoir bénéficier de formations, de coaching et surtout d'un retour d'expérience de plusieurs professionnels de l'entrepreneuriat. Question de maîtriser les mécanismes de gestion liés entre autres à la structuration des projets et à la réalisation des plans d'affaires. Objectif, promouvoir de futurs champions nationaux. Le nombre de projets pertinents que le pays enregistre aujourd'hui, portés par ces jeunes talentueux, est impressionnant et mérite d'être accompagné. Le gouvernement ivoirien, au travers notamment des différents ministères en charge de l'emploi jeune, de l'économie numérique, de la recherche scientifique et de la promotion des PME, joue et continuera de jouer sa partition au service de la jeunesse entreprenante ivoirienne. Chaque année, ce sont plus de 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Les femmes entrepreneurs ont elles aussi besoin de financement, mais à des taux étudiés. Elles se sont rencontrées pour évoquer les difficultés liées au remboursement des prêts bancaires qu'elles contractent en raison du taux trop élevé. Le Forum de l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Békay fait un plaidoyer pour la réduction de ces taux. Soro Corona. 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par les femmes en Côte d'Ivoire. Elles font la collecte, le stockage, le transport, la distribution et la commercialisation de ces produits vivriers. Toujours selon le Bureau national de la population, en dépit de ces efforts, elles restent les plus pauvres de la société. Cette condition de précarité pouvait s'améliorer si les femmes en milieu rural avaient un accès facile aux prêts bancaires. Celles qui ont accès à ces prêts ont des difficultés pour les rembourser en raison du taux d'intérêt élevé. Le taux d'intérêt est trop élevé et puis le montant qu'on te demande de payer par mois, on nous donnait tout juste 12 mois pour pouvoir faire le remboursement. Donc vraiment, quand on te calcule que tu dois sortir 500 000 tous les mois, vraiment, ce n'était pas facile. À Boaké, le Forum de l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Békay réfléchit sur la question. Des ateliers et des panels ont permis de faire des propositions pour la réduction du taux de remboursement. L'État de Côte d'Ivoire, la BCEAO et toutes ces autres banques doivent prendre le cas des agriculteurs, le cas du monde rural, on va faire une sorte de lobbying auprès d'eux. C'est un plaidoyer pour nous. Revoir le taux. Un taux au-dessus de 10%, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, le monde rural, avec ça? Il faudrait qu'on ait une banque de l'État qui puisse accompagner, n'est-ce pas, toutes ces braves femmes qui ont envie de travailler pour être des entrepreneurs, leur faciliter la tâche. Cette première édition du Forum des femmes entrepreneurs a été une occasion pour les femmes du monde rural de poser leurs difficultés. Manque de financement, de formation, accès difficile au marché et aux routes impraticables, rendant du coup difficile l'évacuation des productions agricoles. Les populations de Sipilou dans la région du Tongpi, elles aussi, sont confrontées à des difficultés. Il s'agit principalement de l'accès à la dégradation, liée à la dégradation de la voirie. Cette zone de production agricole et minière a d'énormes problèmes pour transporter les marchandises et aussi pour évacuer les malades. Le préfet du département annonce le début des travaux routiers. Amadou Ouattara. Localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tongpi, Sipilou est depuis juillet 2012 chef-lieu de département avec plus de 40 000 habitants. Jadis prospère et importante ville de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée à cause de ses richesses minières et agricoles. Aujourd'hui, les différents secteurs d'activité tournent au ralenti. Sipilou se meurt. Le mal est connu. Pour se rendre à Sipilou, que d'obstacles à franchir. C'est une vraie formation. La suite, c'est du no comment. Il vous faut une bonne dose de morale, de polyvalence tant en mécanique auto qu'en technique pour sortir un véhicule embourbé.
parcourir environ 60 km afin de rallier Biankouma à Sipilou. C'est donc un parcours du combattant. Bon, ce sont les chaussures plastiques que nous sommes quittés à Abidjan avec ça. À chaque moment que nous empruntons cette voie, au moins on fait 4 jours de Biankouma à Sipilou. Quand il pleut, nous sommes obligés de s'arrêter. Donc c'est qui a fait que les voitures sont encore stationnées là. L'autre va tirer, voici on peut emprunter la voie. Hier, nous on a dormi à Babrasso. Donc on a continué un peu la voie. Voici nous sommes arrivés ici. Ça fait 3e étape que nous sommes arrêtés comme ça. Les conséquences sont nombreuses. Population et autorités préfectorales en parlent. Un sac de ciment à Sipilou, ça coûte à 6 000 francs. Pourquoi? Quand on prend un moment, le transport coûte très cher. Tu vas à la gare de Fakabré pour dire que tu vas prendre un camion pour venir à Sipilou aussi. Il y a le chauffeur qui nous dit carrément, même si tu me donnes 1 million, je ne vais pas à Sipilou. Les fonctionnaires qui viennent ici, et tous quand ils viennent là, ils ont envie de partir. Nos voisins guinéens qui doivent venir. Et aussi à cause de l'état, la route là, ils ne viennent plus. Donc vraiment, on vit isolément à Sipilou aussi aujourd'hui. Avant, pour un chargement de 3 moteurs pour pouvoir envoyer nos marchandises, on dépensait à la rigueur 100 000 francs. Et aujourd'hui, il faut 300 000 francs. Maintenant, quand nous ajoutons sur la marchandise, la population se plaigne. Et nous aussi, qu'est-ce qu'on dit au retour? Compte selon l'état de la route, on ne peut pas faire autrement. Voilà les camions qui sont garés. On n'a pas de route. À cause de route, tous les transporteurs, ils sont paralysés, ils sont tombés. L'impact se perçoit sur tous les domaines, que ce soit économique, même sécuritaire, et que ce soit sanitaire. Prenez un malade qui, en raison de son état de santé, doit être évacué au CHR de Mans. L'ambulance fera à tout le moins 6 heures sur cette route. Il y a la côte de Yibaville que nous appelons ici communément championnat. La côte, elle est très dangereuse. C'est là-bas qui me fatigue le plus souvent. Et après Yibaville, il y a Yamaple qu'on appelle Kitapele. 7 coins vraiment très dangereux sur cette route. Je me rappelle bien, j'ai pris un monsieur ici qu'on partait, on a lutté. Et c'est à côté de ce que je parle, Koumabana, c'est là-bas le monsieur. Il a fait 8 heures de temps. Et l'ambulance même est foncée. On est obligé de faire tout. Et c'est les gens que je suis allé les chercher pour venir m'aider qu'on a fait sortir le mois où on fait sortir l'ambulance. Le gars ne pouvait plus tenir. Les mécaniciens auto et artisans des autres corps de métier qui devraient en principe tirer profit des nombreuses pannes de véhicules empruntant cette route, si c'en est encore une, se plaignent également de la rareté de la clientèle. Nous les mécaniciens qui sont sur le terrain, même si on a un problème de pièces, avant qu'on trouve la pièce même, on peut faire 2 jours, on est assis au garage, la pièce n'a pas tombé dans nos mains d'abord. Ceux qui viennent aussi, vraiment, ils viennent avec les pannes toujours, même quand on travaille là pour payer nos mains d'œuvre là, tout est difficile. Parce que la route ne marche pas à cause de ça. Donc vraiment, à l'aile, nous sommes aujourd'hui là, vraiment, on a 1000 problèmes. Même il faut voir les tuyaux là, tuyaux de Calassol là, tout est cassé, on va reprendre Jérôme ce matin là. Pourtant, la fin de cette galère est annoncée pour bientôt. La pluviométrie est très élevée. Nous pouvons même atteindre par an 2400 mm de pluie. Alors, quand ce flot fait son effet sur la route, qui n'a pas eu de reprofilage depuis 5 ans, vous comprenez que c'est très très difficile et c'est pour ça que la voie est dans cet état. Et moi je dis aux populations que nous sommes programmés pour le programme d'entretien routier 2018. Ça va se faire, l'entreprise qui a eu l'appel d'offres, nous leur avons dit de façon claire qu'il faut vite œuvrer. Parce que plus on attend, plus les souffrances s'accentuent et plus la circonscription administrative se meurt. Et les populations attendent impatiemment. Elles ont confiance au président de la République, Alassane Ouattara. C'est un homme de parole, disent-elles. En tout cas, ça nous fait plaisir. Cette année, si c'est fait, nous on va faire des rations pour aller remercier le président de la République. Pour l'heure, voir Sipilou et témoigner, tenez-vous bien, c'est pas du jeu. Dans l'actualité internationale, l'élection présidentielle à Madagascar est pour le 7 novembre prochain. 36 candidats sont en lice pour le premier tour, dont 4 anciens présidents et 3 anciens premiers ministres. La campagne électorale a démarré ce lundi 8 octobre et les 36 candidats ont 1 mois pour faire campagne, mais déjà 21 candidats dénoncent des fraudes. Ils se sont rassemblés dans le centre de la capitale pour dénoncer des tricheries et exiger une révision de la liste électorale qu'ils jugent défaillante.
Et puis en France, un important remaniement est attendu, conséquence directe de la démission du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Aucune annonce n'a encore été faite. 1 an et demi après son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron fait face à son premier grand remaniement ministériel. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est entretenu plus d'1 heure dans la matinée de mardi avec le président, mais il n'y a pas eu de démission de son gouvernement ni de nomination pour le moment. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Très bonne journée sur RTI 1.